On se rend compte que tant les curriculums scolaires que les débats publics qui touchent à l'éducation média sont basés sur deux choses. La première chose, c'est ce que moi j'appelle les paniques morales qui sont associées aux médias. Les craintes souvent parentales sur la relation enfant-média, basées notamment sur la question de la violence ou de la sexualité ou de la vie privée, ou encore des risques associés à la participation des jeunes à des environnements médiatiques qui sont complexes. Les risques d'enlèvement, d'abus sexuels. Donc, ces questions-là sont assez négatives et on traite souvent l'enfant comme étant problématique dans ses rapports aux médias. Il y a 30 ans, c'était la pornographie au Canada. Avec l'introduction des premières cassettes VHS, on a vu l'introduction de la pornographie dans les foyers canadiens, les groupes de parents consternés par l'accessibilité de matériel moralement sensible. Et c'est avec cette idée-là qu'on a rentré nos premiers cours en éducation média. On a fait beaucoup d'autres choses par la suite. Donc l'idée, c'est un peu de trouver un créneau porteur qui va aller chercher l'intérêt des décideurs politiques pour parler de bien d'autres choses aussi. Là, en 2016, c'est beaucoup la question de la cyber-intimidation ou encore de la radicalisation. C'est tous des enjeux qui sont vraiment importants. Mais en parlant de ces choses-là, on parle d'autres choses. Et en parlant d'autres choses, on ouvre le spectre et on peut faire une éducation plus large. Un enjeu qu'on voit beaucoup, c'est les mythes qui entourent les fameux natifs numériques. Les études le démontrent clairement. Les jeunes surestiment leur capacité technologique de manière massive. La capacité d'analyse critique, elle est faible. Leur capacité d'évaluer l'information, elle n'est pas très développée non plus. Donc, ce mythe d'un jeune qui est outillé à faire face au monde contemporain, qui n'a pas besoin d'information, toutes les études scientifiques démontrent que c'est des a priori qui tiennent pas la route, essentiellement. Cela dit, il y a une problématique qui est très claire. Les jeunes sont souvent des utilisateurs plus compétents sur les outils technologiques que leurs maîtres, qui, eux, accusent un certain retard, qui, eux, sont facilement dépassés. Donc, on dirait qu'une maîtrise minimale d'un certain nombre de plateformes inverse le rapport d'autorité ou d'expertise souvent avec les enseignants. Et c'est là la question de la formation où elle est tellement cruciale. Au Québec, les programmes de formation sont pratiquement inexistants dans les universités. Il n'y a aucun cours en formation continue offert aux enseignants partout à travers la province. Les outils technologiques en salle de classe sont souvent dépassés, vétustes. Donc là, on se retrouve avec une double contrainte de la part des enseignants. Il y a des pressions sociales pour qu'ils le fassent. Il y a des pressions institutionnelles pour qu'ils le fassent. On leur donne ni les moyens ni la reconnaissance pour les faire. Et là, ils se retrouvent évidemment dans une situation où eux-mêmes se sentent non compétents aussi pour le faire. Travaillons avec des concepts qui sont fédérateurs. Le droit à la vie privée, le droit à la liberté d'expression, le droit de participation aux affaires publiques, le droit de participation à la vie culturelle et artistique, le droit à la vie privée, à l'honneur, à la réputation, c'est tous des choses qui sont fondamentales. Et donc, en éduquant à ces droits-là et à leurs limites, on fait de l'éducation aux médias. En faisant de l'éducation aux médias, on éduque également à ces droits-là. Donc, il y a une synergie qu'on est en train de créer à la chaire entre ces deux catégories-là et on pense que c'est probablement une très bonne voie à suivre.